Alors, je vous propose maintenant de vous parler du leadership qui ne marche pas bien. Et pour ça, je vais l'illustrer par des clients chez lesquels je suis intervenu au cours de ces 2 dernières années, où j'ai pu me rendre compte qu'en partant parfois d'une situation qui était plutôt favorable, on arrivait à des catastrophes. Premier exemple, on est dans le monde de la presse, des médias. Ça, c'est une entreprise qui est en France. Belle PME, 200 salariés. Moi, j'ai été le responsable en DRH pendant 9 mois là-dedans, à raison de 2 à 3 jours par semaine. Je remplaçais en fait une DRH qui était partie en jour de maladie. Et donc, j'ai pris au pied levé sa fonction. C'est un média qui a ceci de particulier, c'est qu'il a vraiment géré un changement majeur. Il est en train de passer complètement de la presse papier à la presse digitalisée, qui est un vrai changement de culture, et il le fait à la hussarde. Il est à peu près en avance sur tous les autres aujourd'hui. 200 salariés en France, avec 200 salariés, c'est une boîte qui est filiale, qui est propriété d'un groupe de presse traditionnel français important, qui doit avoir, eux, ils ont une cinquantaine de journalistes. Le groupe en question, il y a un partenariat belge et français dessus. Le groupe en question doit avoir 850 journalistes. Ils font plus de boulot avec 50 journalistes que les autres avec 850. Ça ne doit pas. Situation économique qui est fragile, mais qui reste à l'équilibre. Alors, fragile parce que on sait tous que la presse papier mange de l'argent aujourd'hui. C'est un métier qui ne gagne plus d'argent depuis déjà un certain nombre d'années. Par contre, la presse digitale, la difficulté, c'est de démontrer la pertinence du business model. Le business model consistant, puisque ça c'est toujours la même chose, on se nourrit sur la publicité, sauf que là la publicité vous la vendez sur des smartphones, vous la vendez sur des PC et vous la vendez plus sur du papier. Du papier, quand vous vendez une pub, vous expliquez que le papier va durer 8 jours ou une journée si c'est un quotidien. Quand vous le vendez sur un smartphone, combien de temps ça dure? Quelques secondes. Compliqué. Donc le business model est un peu plus difficile. Mais malgré tout, pour l'instant, ils arrivent à démontrer que ça fonctionne. C'est vraiment le laboratoire d'un grand groupe de presse, c'est-à-dire que les autres les regardent avec une envie terrible en disant ce qu'ils font eux, on aimerait le faire chez nous, sauf que chez nous on a tous les syndicats, ça va être compliqué, etc. Eux ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Et il y a un dirigeant maintenant, un président qui a une vraie vision marketing, donc il anime vraiment ce changement vers le digital, donc de ce côté-là il n'y a pas de problème, c'est plutôt un type qui est assez bien câblé là-dessus. Il y a une vraie problématique de leadership. Il y a un directeur commercial là-dedans qui est destructeur, qui est omnipotent, qui est ingérable et surtout pas géré par son président. Ce qui est un vrai problème. J'ai assisté pendant 9 mois au comité de direction. Il était quand même assez compliqué à remettre en place, à cadrer. Il était intrusif dans tous les autres domaines. Donc en gros, il expliquait aux responsables de l'édition, de l'éditorial, ce qu'il fallait comme ligne éditoriale. Il expliquait au patron de la technique ce qu'il devait faire, etc. Et il était comme ça avec tout le monde. Et on arrivait à des choses assez incroyables, c'est que le président, qui était pourtant pas convaincu au départ de certaines positions à prendre, finissait de façon totalement irrationnelle à essayer de justifier la décision qui venait en fait de son directeur commercial. En fait, il se retrouvait dans le schéma où il devait justifier d'une politique qui n'était plus la sienne. Alors, ce qu'il y a eu surtout comme conséquence, et ça on l'a mesuré très bien, c'est que la direction commerciale, donc c'était à peu près la moitié de l'entreprise, sur une centaine de salariés, turnover 40%. 40% de turnover. Donc moi je suis arrivé maintenant en RH et j'ai commencé à leur expliquer combien ça coûtait tout ça, parce qu'évidemment il faut passer par des agences derrière qui vous prennent des fees à peu près de 20% à chaque fois, plus le fait que vous avez des postes vacants pendant 3 mois, 4 mois sur lesquels vous ne vendez rien pendant ce temps-là. Donc évidemment un turnover qui était très coûteux, et simplement par la personnalité de ce dirigeant-là. Donc il mettait en péril en fait cet équilibre économique, et puis un climat social qui s'est dégradé, qui se dégradait très rapidement, parce que évidemment les personnels, entre autres, les représentants personnels se sont emparés assez vite, voire une réputation d'entreprise qui se trouvait même elle-même affectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour cette entreprise, ça devient, alors qu'elle offre un projet d'entreprise brillant pour des jeunes, notamment des milléniaux, elle offre un projet d'entreprise très intéressant, très excitant, en réalité, c'est en train de se retourner contre elle, cette attitude du leader, du vrai leader qui est dans l'entreprise, malheureusement, parce que tout simplement, le monde est petit et les candidats potentiels commencent à le savoir et ne veulent plus postuler. Vous avez ça aussi en Suisse, dans le monde de la finance, il y a certains patrons, je l'ai rencontré, il y a certains patrons de desk que les gens ne veulent pas y aller, parce qu'ils le connaissent. Voilà. Donc là, vous avez un problème assez destructeur au niveau leadership. Ok? C'est clair? Un autre exemple. On est dans une entreprise qui est distributeur, importateur et distributeur
dans le monde de l'alimentaire, l'alimentation spécialisée, tout ce qui tourne autour de la nourriture japonaise. Donc sushi, restaurants japonais, etc. Un leader, je suis encore sur une entreprise française, vous m'en excuserez, mais le propos resterait le même probablement, parce que j'ai surtout travaillé là-bas cette année. Entreprise leader sur un marché en croissance, un marché qui a une croissance qui frise encore les 2 chiffres, ce qui en ferait rêver beaucoup. Elle était pas mal en avance jusque-là sur ce marché. Une culture d'entreprise très forte, un personnel très motivé, relativement jeune et motivé. Ils cultivent, c'est une boîte française qui est à capitaux majoritaires japonais. Ils cultivent quand même une grosse sensibilité dans le recrutement, par exemple. Ils recrutent des gens qui ont au moins une appétence pour la culture japonaise. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent tous le japonais dans la boîte, mais ça veut dire que voilà, ils ont voyagé là-bas, ils s'intéressent à la littérature, au cinéma, aux arts martiaux, ou que sais-je, et c'est quelque chose qui les cimente très fortement. Donc c'est une des rares entreprises que j'ai pu rencontrer dans ma vie où il y avait une telle culture assez forte. Ils ont des moyens de développement très importants. Leurs actionnaires, le groupe japonais, en fait sa tête de pont en Europe. Donc à chaque fois qu'ils font l'acquisition d'une petite entité sur un marché autour, que ce soit la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Portugal, la Pologne, à chaque fois, ils se tournent vers leur filiale française en disant bah, vous prenez la main, c'est vous qui allez gérer ça, c'est vous qui allez coordonner, mettre en place les outils qui vont bien. Ce qui a été d'ailleurs un des objets de mon intervention dans cette entreprise, puisqu'ils avaient cette croissance importante. Là aussi, il y a 250 salariés en France à peu près, mais ils en fédèrent déjà plus de 500 autour. Et l'enjeu, c'était ils avaient en fait un RH qui n'était pas vraiment un RH, qui était venu du monde juridique et qui n'avait pas forcément la possibilité, en tout cas l'expérience pour assez rapidement mettre en place les choses au niveau pan-européen, qui n'avait déjà pas mis tous les modèles localement en France et qui avait un petit peu de mal à les exporter. Et donc en fait, on m'avait donné une double mission. Le président m'avait dit bah, j'aimerais bien que vous auditiez la fonction et que vous me dites qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de ressources humaines pour piloter une entreprise multisite comme celle-là. Et puis deuxième chose, au passage, vous auditez aussi le bonhomme, c'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir être l'homme de la situation ou pas. Donc c'était ça la mission et j'ai travaillé pendant 4 ou 5 mois pour eux. La problématique qu'il y avait dans ce leadership, c'est qu'il y a eu un nouveau président qui a été nommé 2-3 mois avant que j'arrive, donc c'est lui qui me donne cette mission. Et son pouvoir, il a très vite senti que son pouvoir n'était pas très bien assuré. Et là, ça pose un problème par rapport au leadership en termes de vision. C'est-à-dire qu'il était censé être porteur d'une politique, d'une stratégie d'entreprise, qu'il avait très bien compris, qu'il avait beaucoup de mal à faire pour des raisons notamment culturelles, parce que les Japonais sont des gens qui ont un petit peu de mal à faire confiance. Et donc, quand ils mettent un poste relativement important dans une structure, ils le doublent. Donc, en fait, il était un peu marqué à la culotte par un secrétaire général, une espèce de secrétaire général qui venait du Japon. Et en réalité, les salariés ont très vite compris, les managers des premiers ont très vite compris qu'ils ne savaient pas très bien qui décidait là-dedans. Donc c'était un peu compliqué. Donc son positionnement était fragilisé. Et donc il était en manque de légitimité, alors qu'il était très reconnu, très apprécié dans l'entreprise, puisque c'était un ancien responsable vente Europe, qui avait très bien réussi, qui avait bien accompagné la croissance de l'entreprise, et tous les collaborateurs l'adoraient, il n'y avait aucun problème là-dessus. Sauf qu'il se retrouvait d'un seul coup dans une position où il n'arrivait pas à mettre les pieds dedans. Alors les conséquences, on les a vues apparaître assez rapidement. Manquant de vision claire, il n'y avait rien qui partait, c'est-à-dire que la nouvelle stratégie qui était d'unifier, d'harmoniser au niveau européen avait beaucoup de mal à se mettre en place. Des pratiques managériales qui venaient assez vite, qui assez rapidement sont devenues inéquitables. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est comme les managers, c'est un peu comme les enfants parfois. Si vous avez un de vos boss qui ne vous donne pas ce que vous voulez, vous allez voir un deuxième. Comme il y en avait deux, on jouait l'un pour l'un ou l'autre. Et il y en avait un qui lâchait des trucs, l'autre qui ne les lâchait pas, et on s'est retrouvé rapidement avec un comité, enfin j'ai rapidement assisté à des comités de direction où les types commençaient à se tirer sérieusement dans les pattes. Parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas traités équitablement. Et puis une organisation qui s'était brutalement figée, parce que tout le monde attendait que le président prenne vraiment les rênes en main, ce qu'il n'arrivait pas à faire. Une organisation qui était figée dans un monde qui bougeait, et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, leur challenger, qui est encore un petit peu loin non, mais qui est encore un peu derrière, lui est en train de les rattraper. Lui, il suit la croissance du marché, eux ne suivent plus tout à fait la croissance du marché. Et donc ils sont en train de ralentir par rapport à lui. Donc vous voyez, là on est sur un autre problème de leadership,
c'est pas quelqu'un qui est arrogant, difficile, ingérable, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la vision. En fait. Enfin, je voudrais prendre un autre exemple. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Donc là, vous avez travaillé pendant 4 mois dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez apporté là-dedans? Est-ce qu'il y a eu une issue positive à un moment donné? Alors, au niveau ressources humaines, il y a eu deux choses. Dans ce que j'ai pu faire, au niveau de la structuration de l'équipe, déjà, parce que je vous le disais, on partait d'un type tout seul, qui était à la fois débordé et pas compétent, tout à fait honnête. Ce type-là, il est toujours. Donc pour l'instant, il a préservé sa tête. On l'a un peu marginalisé, pour te dire, dans le dispositif. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que moi, je lui ai recruté en fait, une HR business partner qui avait une vraie expérience de l'animation RH, terrain, multisite, etc. Et donc qui pouvait assez rapidement aller sur les filiales et mettre en place des choses. Et puis, au niveau de la partie France, comme ils ont deux gros entrepôts logistiques, un dans le sud de la France et un dans le nord, on a identifié deux personnes là-dedans qui pouvaient être des relais RH administratifs locaux au niveau de ces sites. Ce qui fait qu'on amène d'un côté, sur les deux sites majeurs, un service de proximité RH avec une administration qui va bien, au lieu que tout soit centralisé chez un type où ça ne redescendait jamais parce qu'il n'avait pas le temps de suivre. Donc on se retrouvait avec des avenants de contrat de travail qui n'étaient jamais faits, par exemple, ce qui potentiellement les mettait à risque sur des sujets difficiles. Ils étaient évidemment en carence surtout par rapport à des comités d'entreprise, etc. Donc il a fallu que la fille organise assez rapidement des élections du personnel dès son arrivée. Donc c'est ça, moi j'ai servi surtout à ça dans le diagnostic. Et puis, malgré tout, on a, et ça le président et le japonais étaient d'accord pour le coup, de donner aussi un peu une chance à ce DRH en place, de le repositionner un petit peu plus sur. Alors lui, il est un peu plus du coup sur la partie juridique. On a remis un peu plus sur la partie juridique, mais y compris le droit social. Donc on a réussi pour l'instant à faire fonctionner le truc comme ça. Ça va au niveau du temps? Oui, j'avance. J'en prends encore un, puis après on va passer à des exemples un exemple qui fonctionne mieux. Là, on est sur une association professionnelle dans le monde de la publicité. Donc ce sont des gens, comme toute association, ils ont un conseil d'administration qui est principalement mené par des grands annonceurs. Donc vous avez là-dedans le patron d'Orange, de Carrefour, etc. Enfin, patron de marketing, patron entrepreneur, qui gère ça. Et donc ils ont cette association professionnelle qui est un peu leur bras armé au niveau publicité, en tout cas métier d'annonceur. Cette association, elle a deux fonctions. Elle a une fonction qui est d'organiser des événements pour le monde des annonceurs, donc de faire parler en gros des annonceurs dans le monde professionnel, donc on les fait rencontrer la presse, etc. Et puis elle a une deuxième fonction qui est une fonction de lobbying, c'est-à-dire de peser sur les textes de loi qui arrivent dans le monde des annonceurs. Par exemple, elle a une grosse activité aujourd'hui autour de toutes les problématiques des adblocks dans les systèmes smartphones, etc. Vous connaissez ces systèmes. C'est la plus ancienne de son secteur en France. Elle a des concurrents. En France et en Europe, elle a beaucoup de concurrents, mais c'est une des plus anciennes. Elle a une marque reconnue, elle a les moyens, parce que les annonceurs, les sociétés qui sont derrière mettent les moyens au niveau de leur conseil d'administration. Il y a eu une très forte ambition de changement portée par le conseil d'administration il y a 2 ans, qui consistait à vouloir vraiment repositionner la stratégie de cette association, qui était devenue un petit peu poussiéreuse, pour tout dire. Elle a aussi le bénéfice d'avoir des salariés très fidèles. Alors c'est une petite association, on parle de 15 personnes, 17 personnes au total. Donc des salariés très fidèles, ce sont des experts dans leur métier, ils sont là souvent depuis très longtemps, ils connaissent tout sur le bout des ongles, ils travaillent un peu en silo entre eux, mais très experts. Donc il y a des atouts là aussi. Le problème qu'il y a eu, c'est que le conseil d'administration a nommé un DG, ils l'ont surtout nommé, je pense, pour son carnet d'adresse, pour ce qu'il amenait dans son carnet d'adresse, pour son sens du business très probablement, par contre, aucune écoute, volontiers manipulateur à l'occasion, j'ai pu m'en rendre compte vis-à-vis de ses salariés, et on parle d'une petite association. Un DG, je vous parlais de leadership et de courage tout à l'heure, qui en réalité, sous des apports très brutaux, il est capable d'une assez grande brutalité sur certaines décisions. En réalité, il n'est pas très sûr de lui. En tout cas, c'est l'analyse que j'ai pu moi en faire, et me rendre compte qu'il n'était pas si sûr de lui, et qu'en fait, il manquait parfois de courage. Il faisait porter aussi ses messages par les autres, ça devenait un peu trop compliqué, voire il détournait ça vers des externes, des avocats, des choses comme ça. Et le résultat des courses, c'est que dans une boîte de 15-17 personnes, c'était au total,
total, des conflits qui devenaient absolument inextricables. Et là, ça a été l'objet de ma mission d'ailleurs, ça a été de gérer en fait les conflits et d'adoucir les conflits entre ces personnes depuis son arrivée, donc depuis un peu plus de 18 mois à ce moment-là. Et une des questions que j'avais d'ailleurs posées, qui aurait peut-être dû me donner la puce à l'oreille et ne pas accepter cette mission-là, pour être tout à fait honnête. Donc il me demandait de coacher, en gros, notamment ces 4 directeurs directs, qui avaient rang de directeur, puisqu'on parle encore d'une petite association, et il m'avait demandé de les coacher. Et moi je lui dis, et vous en fait, on ne coache pas en fait. Il me dit non, mais j'ai pas besoin, c'est eux qui ont besoin, ils ont un problème, ils n'arrivent pas à gérer le changement. Ils n'arrivent pas à accepter le changement, donc vous allez les coacher pour ça. Et en réalité, le problème des conflits, c'est que lui, il en était quand même beaucoup la solution. Alors c'est un échec stratégique, c'est-à-dire que la conduite du changement, ils ont décrété le changement, ce DG est arrivé là pour ça, 18 mois après, rien n'avait démarré, mais rien de rien n'avait démarré. Il y a eu par contre un tas de notes combinatoires et de choses, et ils étaient vraiment en risque de disparaître. À telle enseigne que j'ai gardé un peu de contact avec certains membres du conseil d'administration derrière, et donc j'ai appris qu'il y a quelques mois, il a été c'est-à-dire que le conseil d'administration a juste perdu un peu plus de 2 ans. Et ils en mettent un autre derrière, ils viennent d'en nommer un autre derrière, un autre DG. Sauf que vous imaginez pour le DG qui arrive maintenant, 2 ans de retard sur le lancement du changement qu'ils voulaient mettre, qu'ils estimaient stratégique, il arrive dans un terrain qui est totalement miné, et il arrive en plus avec des gens qui ne réalisent qu'une chose, c'est qu'ils ne voulaient pas du changement, certes, mais ils ont eu la tête de leur DG. Donc celui qui arrive derrière, bon, il y a un vrai sujet compliqué pour lui. Il va falloir qu'il soit très très près.